Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Successful Anonymous. Aujourd'hui, trop contente parce qu'on va aborder le sujet de la neurodiversité, neuroatypie, neurodivergence, bref, toutes ces spécificités qui font que ton cerveau fonctionne autrement et c'est en partie une de tes plus grandes forces. Avant ça, petite parenthèse obligatoire, cet épisode, à l'heure où je l'enregistre, doit sortir dans 3 semaines. J'ose espérer que d'ici la sortie de cet épisode, le génocide, l'épuration ethnique et pris fin en Palestine, mais vraiment à l'heure actuelle, à l'instant T où je te parle, je suis assez pessimiste. À l'heure où j'enregistre, et même d'ici là, de toute façon, toutes mes pensées et toutes mes prières vont vers le peuple palestinien. J'espère de tout cœur que les choses auront bougé d'ici là, et si tu veux participer au soutien du peuple palestinien et continuer à t'informer sur leur situation en temps réel, je te mets une série de comptes que je te suggère de suivre sur Instagram, d'humanitaires et de reporters sur place. Maintenant que c'est dit, je te retrouve pour plonger dans les profondeurs des cerveaux atypiques et pour révéler comment ils peuvent être donc ton plus grand atout dans ton business. Pour parler de neuroatypie, neurodivergence, etc., je vais utiliser le terme de neurodiversité dans l'entrepreneuriat au fil de cet épisode de podcast. La neurodiversité, c'est l'idée que nos différences neurologiques sont des variations normales de l'humain. Il faut faire la différence entre un cerveau neurotypique et un cerveau neuroatypique. Comme son nom l'indique, le cerveau atypique fonctionne de façon atypique. Waouh, on m'a attendu pour celle-ci. Surtout donc, il prend des chemins différents, il a des variations, des connexions qui se font pas de la même manière, souvent aussi beaucoup plus rapidement. Quelqu'un qui réfléchit sur un sujet avec un cerveau neurotypique va réfléchir à ce sujet et généralement va réussir à s'y tenir, tandis qu'une personne neuroatypique va avoir, si je prends mon cas par exemple, un cerveau en arborescence, donc une idée en génère une autre, qui en génère une autre, qui en génère une autre, et ça ne s'arrête plus jamais, et on finit avec 50 onglets ouverts sur des sujets totalement différents du sujet de base parce que on a commencé à faire des recherches, on a commencé à avoir des idées, on a peut-être même des bloc-notes qui commencent à se remplir, alors que c'était pas la requête de base, mais voilà, ça va très très vite, très très loin. Et bien, dans le monde du business, ça signifie que des cerveaux comme ceux-ci peuvent non seulement devenir une norme, mais surtout des cerveaux comme ceux-ci sont essentiels pour innover et avoir de la créativité. Pourquoi je dis qu'ils peuvent devenir une norme? C'est parce que j'ai remarqué que bien souvent dans l'entrepreneuriat, on retrouve des personnes neurodivergentes, neurodiverses, et quand on y réfléchit, c'est bien souvent plutôt logique parce que le parcours classique de l'école, par exemple, ou des études classiques qui donnent suite au salariat, etc., ça place les gens qui ont cette neuroatypie dans certaines cases, qui finissent par ne pas leur convenir, dans laquelle ils ne fitent pas du tout, et donc ils se tournent vers un cadre plus libre, plus modulable et plus flexible, qui est celui de l'entrepreneuriat. Donc quelque part, c'est logique de retrouver beaucoup d'entrepreneurs neuroatypiques, ou c'est logique que beaucoup d'entrepreneurs découvrent qu'elles sont neurodivergentes au fil de leur parcours entrepreneurial. Personnellement, en tant qu'entrepreneur avec un haut potentiel, avec un trouble de l'attention, avec encore d'autres joyeusetés comme ça liées à ma neurodiversité, eh bien, cette neurodiversité m'a donné la capacité de voir les choses différemment, de résoudre des problèmes de manière unique et de me connecter avec mon travail d'une manière qui défie ce qui est conventionnel. C'est pas pour rien de nouveau que dans l'entrepreneuriat, une des choses les plus compliquées, c'est de faire comprendre à l'entourage qu'on travaille alors qu'on est à la maison. Donc tout ce qui est convention, injonction, tradition en termes de travail, j'entends, nous les entrepreneurs avec cette neurodiversité, on a tendance à basculer totalement, à bousculer même, devrais-je dire totalement, ces codes et ces idées perçues que le monde extérieur peut avoir sur le terme travail, et donc on agence réellement notre travail, notre business, notre activité selon la manière dont fonctionne notre cerveau. Et c'est pour ça que c'est hyper important de se connaître et de savoir qu'on est différent, qu'on fonctionne différemment. C'est bénéfique pour nous-mêmes, mais c'est bénéfique aussi pour l'entourage. Disons que ça facilite la communication et ça rend plus évident certaines choses qui pourraient être sujettes à discussion ou à conflit
ici, en fait, à partir du moment où on comprend que telle et telle personne fonctionne différemment, eh bien, ça permet forcément d'adapter la communication en fonction de ça. Donc, des entrepreneurs neurodivergentes, j'en ai reçu pas mal dans le podcast Successful Anonymous. Elles nous ont d'ailleurs montré en différentes occasions qu'elles ont utilisé leurs différences justement pour construire leur empire. Le secret, ou le point commun de Régir le secret et le point commun de ces entrepreneurs inspirantes, c'est qu'elles ont chacune embrassé leur singularité et elles ont structuré leur environnement pour qu'il s'adapte à eux et non l'inverse. Parce qu'une des souffrances principales quand on a ce type de profil, c'est justement de croire, jusqu'à ce qu'on soit au courant de l'inverse, mais de croire qu'on est obligé de rentrer dans un moule, de fitter un environnement. En fait, croire que c'est à nous de nous adapter à l'environnement, au travail, aux injonctions, etc. Alors que non, c'est parfaitement possible de moduler justement tout cet environnement autour de sa propre personnalité, autour de sa propre neurodivergence, autour de son propre fonctionnement finalement. Ça, évidemment, c'est valable qu'on soit dans cette neurodiversité ou pas, ça reste bien évidemment valable. Et pourquoi je parle de force, pourquoi je dis que c'est vraiment un super power que d'avoir ce profil neurologique, c'est parce qu'en fait, à force de se confronter à des difficultés, le cerveau met en place, sans s'en apercevoir, des stratégies donc intuitives qui permettent de contourner les difficultés pour quand même parvenir à ses objectifs. C'est un truc de fou. Dernièrement, sur Instagram, je partageais une publication au sujet du trouble de l'attention, donc du TDAH, avec ou sans hyperactivité. Et donc, j'expliquais qu'il était possible de mettre en place certaines routines ou certaines subtilités, etc. pour pallier au manque de concentration, afin de pouvoir ne pas se perdre dans l'éparpillement ou ne pas se perdre dans la procrastination, etc. Et en échangeant sous le post, donc j'ai pu parler avec d'autres entrepreneurs qui, elles aussi, ont un TDA et qui m'ont dit qu'effectivement, par exemple, elle mettait tous ces conseils déjà en place, mais qu'elle l'avait fait de façon intuitive, donc tout comme moi. Et en fait, ça relève vraiment de ces stratégies qui se mettent en place toutes seules. Il y a un trouble de l'attention, on sait qu'on s'éparpille dans tous les sens, on sait qu'il y a procrastination, qu'il y a menace de procrastination, mais du coup, le cerveau va surcompenser, va compenser vraiment à l'extrême en lançant des signaux pour s'organiser, pour planifier, pour tout millimétrer à la virgule près, histoire de ne rien oublier, de ne pas se laisser emporter par la vague justement de procrastination, etc. Et tout ça, ça se fait assez intuitivement quand on est attentive en fait à son fonctionnement. Et quand on ne sait pas qu'on est comme ça, justement, c'est à force de partage de contenu et d'informations sur le sujet que les personnes peuvent s'interroger, se dire « Ah, mais en fait, je savais pas que si je procrastinais autant, c'est parce que j'avais... Enfin, si je procrastine autant, peut-être que je souffre d'un trouble de l'attention. Qu'est-ce qui se passe en fait quand on a un TDA? Ah oui, on est comme ça, comme ça, comme ça, je me reconnais là-dedans, etc. Et finalement, est-ce que je suis quelqu'un qui fonctionne bien quand je note tout ce que je dois faire, quand je note tous mes rendez-vous à la minute près, etc. Oui, je vois qu'avec moi, ça fonctionne hyper bien. Bon, ben, peut-être qu'il y a une suspicion à ce niveau-là, et je pourrais creuser un peu plus loin, mais ça permet de bien se comprendre et donc de bien pouvoir adapter, comme je le disais juste avant, ben, son environnement à ses spécificités. Ça, c'est l'exemple avec un TDA, mais si on prend par exemple les troubles 10, moi je souffre de dyscalculie. La dyscalculie, elle fait partie de ma vie. Comment je vais m'organiser et comment je m'organise par rapport à ça, je lâche l'affaire en ce qui concerne tout ce qui est chiffres, etc. J'essaye même plus de me casser la tête parce que c'est pas quelque chose que je peux facilement gérer et maîtriser. Donc, ce que j'aurais fait à l'époque, c'est m'entêter à essayer de trouver une solution pour gérer ça moi-même, m'entêter à essayer de trouver une solution dans la souffrance très probablement pour pallier à ce problème lié à ma dyscalculie. Mais depuis que j'ai compris ce qui se passe dans ma tête et à quoi c'est lié, de un, ça a été libérateur parce que hyper longtemps, je me suis dit, je suis nulle avec les chiffres, j'y comprends rien. Comment ça se fait que tout le monde réussit à estimer ce que ça représente? Et pourquoi moi j'ai du mal avec telle et telle chose. Donc chaque fois quand c'est lié principalement à des chiffres et même des opérations simples, etc., pour moi c'est panique à bord. Ben, très longtemps je me suis sentie diminuée, je me demandais ce qui se passait, etc. Mais depuis que j'ai découvert ça, ben forcément c'est un soulagement parce que c'est pas de ma faute, je ne suis pas responsable, il n'y a pas une lacune ou quelque chose qui manque chez moi, c'est juste qu'il y a des choses qui ne se synchronisent pas ou ne se connectent pas de façon habituelle chez moi et qui nécessitent de prendre un autre chemin peut-être pour les maîtriser. En tout cas, moi ce que je fais du coup, c'est que je vais m'entourer de personnes
qui ont ces compétences-là et qui peuvent compenser ce manquement, on va dire, chez moi. Plutôt que de m'acharner à vouloir absolument tout gérer moi-même et essayer de comprendre parce qu'il faut, parce que c'est normal, parce que c'est comme ça qu'on fait, etc. Eh ben non, en fait. C'est pas moi qui vais m'adapter à ça, je peux rien y faire de toute façon, à part souffrir. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais plutôt adapter mon environnement et déléguer les parties qui nécessitent d'être déléguées, par exemple. Ou demander de l'aide si j'ai besoin d'aide. Et il n'y a pas de mal à ça, et il n'y a pas à avoir honte de ça. Et là, je t'ai donné 2 exemples avec le TDAH, avec la dyscalculie, mais c'est évidemment applicable à tout fonctionnement atypique. Pour aller un petit peu plus loin sur la manière d'organiser ton business afin de le faire profiter de ta neurodiversité, eh bien ça commence par comprendre tes besoins uniques, puis construire un système autour de ces besoins uniques. C'est ce que je viens de t'expliquer par exemple avec la dyscalculie. Ça peut être aussi un espace de travail adapté, des outils de gestion du temps, ça surtout, ou même une équipe qui comprend et qui soutient tes modes de fonctionnement. Il n'y a pas plus important qu'un entourage qui te comprend. On ne demande pas que l'entourage trouve des solutions pour toi. On ne demande pas que l'entourage se plie en 4 pour te faciliter ni quoi que ce soit. Il s'agit vraiment de compréhension et c'est hyper important parce que toi, il faut que tu sois à l'aise. Il faut que tu sois sereine dans ce que tu fais. Et ça, avec un entourage qui ne te comprend pas, c'est juste pas possible. Par exemple, si quand tu émets ou mentionnes une de tes spécificités, il y a une personne en face de toi qui te dit « Ouais, c'est n'importe quoi. Ouais, j'y crois pas. Ouais, mais non, hein, tu pourrais faire un effort, etc., etc., etc. » Toi, tu vas être frustré. Et ça, c'est parce que la personne en face, elle ne te comprend pas ou elle ne veut pas te comprendre ou elle ne veut pas faire l'effort de comprendre ton fonctionnement. Et du coup, quand on est dans des situations comme ça, c'est hyper problématique et c'est très néfaste déjà à titre personnel, mais à titre professionnel également. Donc c'est important de bien s'entourer de personnes qui sont au courant de tes modes de fonctionnement et qui soutiennent tout simplement. Si c'est juste toi dans ton business, alors comme je le disais, un espace de travail adapté, ça va être important, des outils de gestion de temps, parce que procrastination, on connaît, mais aussi arriver en retard, croire que t'as encore largement le temps, alors que il te reste littéralement 5 minutes pour arriver quelque part, et ce quelque part se trouve à 20 minutes, donc là, il y a un gros souci. Toutes ces choses-là, c'est important forcément de les déceler, de les comprendre, et de mettre en place, d'utiliser du moins des outils qui sont efficaces pour pouvoir gérer et compenser ces choses pour éviter des situations problématiques. Si je te donne un exemple de mon système de gestion des tâches, c'est un système qui résulte en divers systèmes. Moi, je suis dans la surorganisation, la surcompensation, le contrôle extrême, justement pour compenser mes petites joyeusetés neuroatypiques. Mais en gros, mon système, c'est que je note tout dans mon agenda papier, je note tout dans mon agenda sur mon ordinateur, qui lui-même est relié à mon agenda sur mon téléphone, et j'ai encore, au-delà de ça, des post-it sur lesquels je note plein de choses. Alors, il y a des couleurs, j'utilise beaucoup les couleurs. J'utilise aussi des stickers. Avant, j'utilisais des tampons que je coloriais. Après ça m'a pris beaucoup trop de temps. Je me suis dit, Déborah, là, il y a de la procrastination à peine masquée, donc arrête de faire ça. Je me suis remise aux stickers. Et donc, tous ces post-it, ces rappels... Ah oui, mon téléphone aussi, ça c'est assez folklorique. Mon entourage n'en peut plus. Mon téléphone, il y a je ne sais combien d'alarmes dessus. Il y a une alarme pour partir chercher ma fille à l'école. Il y a une alarme pour appeler mes proches aussi, ma maman notamment. Tous les 2 jours au moins ça sonne, parce que je vais me dire 15 fois sur la journée il faut que je l'appelle, jusqu'à ce que cette alarme sonne, je prends mon téléphone et je l'appelle, du moins j'essaie, généralement j'arrive à m'y tenir. Ça fait rire mon entourage, c'est pas que je ne pense pas aux personnes, j'y pense tout le temps, mais c'est juste que je ne passe pas à l'action, et donc avec ce système-là, j'y arrive. Donc j'ai des alarmes pour les différents rendez-vous de ma fille, et alors j'ai bien évidemment plusieurs réveils au cas où j'en entendrai pas un pour me lever. Forcément, il faut qu'il y en ait d'autres. Donc j'ai des alarmes absolument pour tout. Je mets des alarmes aussi quand il est l'heure de partir pour un rendez-vous. Voilà. Vis ma vie de neuroatypique. C'est toute une histoire, mais en tout cas, pour moi, ça fonctionne très bien. Donc je fais ça. Et surtout, je suis très très visuelle, plutôt kinesthésique, mais visuelle aussi. Donc le fait, ça se rejoint en fait, mais le fait de prendre les stickers, d'aller mettre mes petits stickers, de noter, de mettre du fluo, de faire ces choses-là, ça me permet aussi de les enregistrer. Et même quand j'étais à l'école, à l'époque, je fonctionnais beaucoup comme ça aussi. Donc mettre du fluo sur les parties importantes, mettre des post-it, réécrire certaines choses, tout ça me permettait de bien retenir tout. Aussi me lever, marcher pour mémoriser certaines choses. Ça, je le fais beaucoup moins actuellement, mais en tout cas à l'école, ça c'est quelque chose qui fonctionnait bien. Ou chipoter, je sais pas,
un bic, un stylo, pendant que j'étudie, pendant que j'explique quelque chose pour que ça rentre. Je parle beaucoup avec les mains, donc là d'ailleurs tu ne me vois pas, mais j'ai certains épisodes de podcast que j'ai enregistrés et qui sont sur YouTube sur lesquels tu le vois, mais je parle tout le temps et énormément, constamment avec les mains. C'est pas pour pas pour me faire un genre ou avoir un genre ou quoi, c'est juste que ça me permet de visualiser ce que je dis, de rester cohérente dans ce que je dis, de rester concentrée sur ce que je dis. Tout ça, ce sont des systèmes qui se sont mis en place intuitivement, sans que je m'aperçoive que j'étais en train de combler, on va dire un manquement, en tout cas de résoudre, de solutionner quelque chose qui était problématique. Mais par la suite, quand on m'a fait remarquer que je faisais ça, je me suis rendu compte qu'en le faisant, ça m'aidait justement à solutionner ces choses-là. Donc, tout ça est très important et ça fait partie du fait d'adapter ton environnement à la manière dont tu fonctionnes. Donc ici, typiquement, je te parlais de mon système de gestion de tâches. Comme tu vois, il est assez folklorique, mais c'est ma façon à moi de transformer le chaos en clarté. En conclusion, ce que je voulais te dire, c'est que ta neurodiversité, elle n'est pas un obstacle. Au contraire, c'est plutôt un chemin, finalement, qui va te permettre d'avancer vers tes objectifs en innovant et qui vont te permettre d'atteindre ta réussite personnelle, ta vision de la réussite. Chaque différence, pour moi, c'est une pièce d'un puzzle, mais d'un puzzle doré. En assemblant toutes les pièces, en comprenant bien qui tu es, comment tu fonctionnes, etc., eh bien, c'est un puzzle qui va permettre d'illuminer, d'élever et enfin de faire fleurir ton entreprise et ton business. Alors, je t'ai délivré plusieurs informations sur la neuroatypie, sur les neurodivergences, etc. Mais du coup, je suis curieuse, parce que là, je t'ai parlé de moi, je t'ai donné des exemples, etc. Mais moi, je suis curieuse et j'ai envie d'en savoir plus sur toi. Est-ce que toi aussi, tu as un super power neuroatypique et comment est-ce que tu le mets au service de ton business au quotidien? Je serais vraiment contente que tu partages ça avec moi, soit sur Instagram, @debinski, le Y avant le I, ou alors par email, ou tout simplement sous la vidéo YouTube que tu es peut-être en train de regarder. N'hésite pas à faire ça, n'hésite pas aussi à t'abonner, que ce soit sur Insta, que ce soit sur YouTube ou là où tu croises mon contenu. Abonne-toi, ça représente vraiment beaucoup pour moi et je te serais infiniment reconnaissante si tu pouvais le faire. Quelquefois, on est là, on écoute quelqu'un, on regarde ses vidéos sur YouTube, etc. et on se rend compte en fait qu'on n'est pas encore abonné. Donc si tu peux jeter un petit coup d'œil et t'abonner, ce serait absolument génial. Ça me permettrait de gagner en visibilité et de délivrer du contenu de qualité à d'autres personnes et de faire connaître mon travail. Donc je t'en serais infiniment reconnaissante et si tu l'as déjà fait, eh bien je te dis 1000 fois merci et n'hésite pas à me laisser un petit pouce, un petit like, un petit commentaire. Tout ça, ça fait toujours super plaisir, surtout quand je peux échanger un petit peu avec toi après. C'est encore mieux. Donc, n'hésite pas à me dire quel est ton super power neuroatypique et comment tu le mets au service de ton business au quotidien. Moi, je te retrouve la semaine prochaine, j'espère, pour un nouvel épisode. D'ici là, porte-toi bien et prends bien soin de toi, c'est absolument essentiel.